Le Sailors Film Festival est de retour. Après une tournée 2022 qui a réuni plus de 4000 spectateurs dans 11 villes de France, l'édition 2023 du premier film de voile de compétition créé par Tip & Shaft voit plus grand avec 15 étapes de Lorient le 26 janvier au Grand Rex à Paris le 9 mars, en passant par Brest, Saint-Malo, Nantes, Rennes, Nice, Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux, La Rochelle, Lille, Le Havre et Strasbourg. Au programme de la voile sur grand écran avec 4 films inédits exclusifs et la présence sur scène des stars de la discipline qui, entre chaque film, viendront raconter l'envers du décor. Pour toutes les informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site de Tip & Shaft, tipnshaft.com et cliquez sur l'onglet Sailors Film Festival. Et ne tardez pas, puisque plusieurs dates sont déjà quasiment complètes. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipnshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 102e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 16 janvier, il est exactement 19h45 et pour ce 102e épisode, nous allons, comme la semaine dernière, parler de The Ocean Race dont la première étape s'était lancée dimanche d'Alicante à destination du Cap-Vert, avec 2 navigatrices qui participent à cette 14e édition de la course autour du monde en équipage par étape, même si elles ne sont pas en mer sur cette étape initiale. La première est suisse, elle a pris en novembre dernier la 7e place de la Route du Rhum destination Guadeloupe à bord de son IMOCA Teamwork, l'ex-charal de Jérémy Bayou. Elle fait partie sur The Ocean Race de l'équipage de Eleven Saura Racing Team, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Justine Métro. Salut Justine. Salut Axel. La seconde est ingénieure et architecte naval. Elle vient d'annoncer son départ prochain de son poste de directrice technique du team Initiative Cœur parce que, dit-elle sur sa page Facebook, l'appel du bateau et de la course est trop fort. Ça tombe bien puisqu'elle a été intégrée à l'équipage de Guyot Environnement Team Europe sur cette Ocean Race et c'est Anne-Claire Lebert. Salut Anne-Claire. Salut Axel, salut Justine. Eh bien, mesdames, pour commencer, on va peut-être justement commencer par revenir sur ce départ de la première étape de The Ocean Race qui a été donnée donc dimanche d'Alicante à destination du Cap-Vert, 1900 milles au total, dans des conditions qui avaient l'air idéales, soleil, une petite quinzaine de nœuds. Est-ce que vous pouvez nous raconter chacune comment vous avez vécu ce départ? On va peut-être commencer par toi, Justine. Tu étais sur place? Non, moi j'étais pas sur place. J'étais sur place la semaine précédente jusqu'à l'Inport, donc qui a eu lieu le dimanche 8. Et puis après, je suis revenue à Lorient pour préparer un peu mon projet Teamwork pour la saison prochaine. Donc non, j'étais pas sur place et puis j'ai regardé en rediffusion en fin de journée hier toute la phase de départ, ouais. Bon, et comment c'est, du coup, je crois que tu étais à la barre du bateau, à la place du skipper Charlie Enright sur la régate Inport la semaine précédente, parce que je crois qu'il avait le Covid. Comment s'est passé ce séjour à Alicante? Raconte-nous un peu comment était un peu l'ambiance sur place. Bah écoute, c'est toujours chouette d'être sur place, de voir voilà, pour Eleven Hour, c'est une course qui se prépare depuis longtemps, dans laquelle il y a beaucoup d'énergie qui a été mise depuis plus de 3 ans. Donc je pense que tout le monde était super content d'être sur place, d'arriver, de toucher un peu du doigt finalement le départ de cette course. Donc écoute, c'était chouette et puis c'est toujours sympa d'être à Alicante dans des conditions un peu estivales pour finir de tous les derniers préparatifs. Et puis non, je pense qu'en tout cas du côté d'Eleven Hour, le bateau est arrivé bien près à Alicante. Donc voilà, c'était plutôt finaliser les dernières choses, finir de mettre en place bien l'équipe. Il y a eu un peu de team building, etc. Donc je pense que tout le monde était dans un bon état d'esprit et bien prêt pour prendre le départ.
Bon, Anne-Claire, on va revenir après sur les circonstances de ton arrivée au sein de l'équipe Guyot Environnement Team Europe. Comment toi tu as vécu ce départ? Tu étais devant ta télé, tu es devant ton ordinateur ou aucun des deux? Bah, devant mon téléphone, exactement. J'ai regardé en direct le départ, mais de Lorient aussi, parce que j'étais rentrée quelques jours auparavant pour justement aussi pour organiser un petit peu ma vie, parce que là, il y a beaucoup de chamboulements et mon intégration à Guyot Environnement Team Europe s'est fait assez tardivement. Donc, du coup, j'étais aussi sur place lors des imports et je suis rentrée qu'il y a peu de temps. Donc, c'était vraiment sympa de voir ça quand même en direct. C'est sûr que ça donne un avant-goût de ce qui nous attend et c'est toujours différent quand on est derrière l'écran. On se dit toujours qu'on aurait peut-être pu faire ci ou ça, mais en tout cas, le départ était assez magnifique. Ça avait l'air d'être des conditions assez dingues avec des bateaux qui volaient. Donc je pense qu'ils ont eu bien chaud sur le premier tour parce que ça a pas mal manœuvré et voilà, finalement ils se sont tous à peu près sortis d'affaire pour partir rapidement vers le large, quoi. Bon, justement, à l'heure où on se parle, il progresse auprès vers le détroit de Gibraltar avec un vent qui a l'air de forcir, hein. Ils vont sortir de Méditerranée avec le vent dans le nez. Justine, comment s'annonce un peu cette première étape au moment où vous écouterez cet épisode de Pause Report demain après-midi? Ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on dit ce soir ne sera peut-être pas complètement vrai, mais comment s'annonce un peu cette première étape, cette sortie de Méditerranée, Justine? Ouais, alors moi j'ai pas regardé dans les détails, mais oui, ils vont avoir du prêt. Ben, ils sont déjà dans du prêt fort hein, depuis ce matin, en tout cas des retours que j'ai pu voir du bateau. Donc voilà, une fin de journée, une nuit qui vont être encore engagés pour sortir de Gibraltar et puis après ça part au reaching et puis ça ouvre petit à petit, toujours dans pas mal d'air. Donc en tout cas du peu que j'ai suivi de la météo, c'est une étape qui devrait être plutôt rapide et puis dans des conditions qui étaient quand même plutôt engagées en moyenne. Donc voilà, je pense qu'il y avait un peu d'appréhension par rapport à ça dans les équipes pour être sûr de pas avoir de soucis techniques, de faire attention au bateau, de pas faire d'erreur aussi pour pas avoir de soucis trop tôt dans la course aussi. Kevin Escoffier, la semaine dernière, dans l'épisode précédent de Pause Report, disait que souvent c'est celui qui sortait le premier de Méditerranée avait un avantage parce qu'il risquait de creuser derrière dans des conditions un peu plus d'alizé. Est-ce que tu penses que ça peut être le cas? Ouais, en tout cas de ce que j'ai pu voir rapidement, ça a l'air d'être le cas en effet, parce que une fois qu'ils sortent de la Méditerranée, ils arrivent sur des angles qui vont se débrider petit à petit, donc ça devrait plutôt en effet partir par devant. Anne-Claire, est-ce que tu es déjà accro, toi, à la carto? Est-ce que tu as suivi toute la journée comment ton bateau évoluait? Alors, je suis bien occupée en ce moment, donc accro, oui, je suis évidemment, parce que forcément, on se prend au jeu, et puis donc j'ai un peu suivi. Après, je suis pas heure par heure sur la carto. Ouais, Guyot, ils ont fait une belle nuit, je crois, cette nuit, et du coup, ils étaient pas trop mal ce matin. Après, là, ils sont au près, donc je pense qu'ils vont tous souffrir cette nuit, enfin les bateaux, parce qu'ils risquent d'avoir pas mal de vagues, a priori aussi. Donc, je pense que les bateaux et les marins vont un peu souffrir cette nuit. Donc, on verra à la sortie de Gibraltar, en effet, qu'est-ce qui se passe. Et puis après, ça va être une deuxième partie de course un peu différente. Donc, en effet, je pense que le passage du Détroit va être assez capital pour la suite de la course. Justine, contrairement aux autres équipes, aux 4 autres équipes qui sont alignées sur cette édition de The Ocean Race, l'IMOCA Eleven Hour Racing Team n'a pas participé à la Route du Rhum. Ce projet The Ocean Race est vraiment l'objectif de l'équipe américaine, comme tu le disais tout à l'heure, depuis 3 ans. Est-ce que du coup, à Alicante, c'était un peu moins ambiance course contre la montre par rapport aux autres équipes? Il y avait, j'imagine, peut-être un peu plus de sérénité au sein de l'équipe américaine? Bah oui, c'est sûr que le fait de pas avoir fait le rhum, ça a permis vraiment d'avoir plus de temps de préparation, d'anticiper un peu plus le dernier chantier aussi avant la réunion à Alicante. Donc en l'occurrence pour Eleven Hour, ils sont allés à Valence pendant un petit mois. Donc oui, je pense qu'il y avait plus de sérénité,
d'anticipation qui a pu se faire à tous les niveaux. Hein. Je pense que au niveau de rien que de préparer l'avitaillement, que tout le monde ait les habits, que le bateau il soit aussi adapté au fait de naviguer à 4 à bord, qu'il y ait l'équipement à bord, l'équipement pour dormir, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont déjà en place depuis longtemps. Donc c'est sûr qu'il y avait un gain de temps, je pense, de la part d'Eleven Hour à plein de niveaux différents. Donc c'est sûr que en tout cas c'est le retour que j'ai eu aussi de pas mal de monde qui est allé sur le village à Alicante, c'est que sur le bateau Eleven, je pense que ça avait l'air de pas trop bricoler et que les choses elles étaient plutôt bien en place et ce qui n'était pas forcément le cas sur les autres bateaux, mais ce qui était normal aussi en ayant un enchaînement rhum Ocean Race qui était très court du coup. Anne-Claire, de ton côté, ton arrivée au sein de l'équipage Guyot Environnement Team Europe a été annoncée très tardivement, hein, la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous raconter finalement comment tu t'es retrouvé embarqué dans ce projet franco-allemand? C'est sûr que c'est arrivé tardivement aussi pour moi cette décision, donc c'est pas étonnant que c'était annoncé tard. Alors en fait, il y a quelques mois de ça, ça fait déjà un moment que j'avais annoncé au team Initiative Cœur que je quittais mes fonctions pour me diriger vers des missions plus de navigation, parce que j'avais très envie de recommencer à naviguer depuis la Mini Transat. Là, ça me titillait encore plus de repartir naviguer pour moi. Et du coup, forcément, The Ocean Race se préparant, j'ai un peu été taper à la porte de différentes équipes. Alors un peu tardivement, du coup, parce que les équipages principaux, on va dire les équipiers titulaires, étaient déjà choisis. Et puis, j'ai rencontré, je pense à peu près toutes les teams sauf Eleven Hour. Et finalement, c'est Alex Binge et Seb qui m'ont recontacté durant les vacances de Noël, parce qu'ils ont eu un petit changement de stratégie, on va dire, et qu'ils avaient la nécessité la volonté de remplacer Annie Lush, qui est donc la titulaire sur cet équipage sur le leg 2. Et donc voilà, comme moi je les avais déjà contactés, que j'avais un profil aussi technicien, je connais très bien l'IMOCA, c'était facile de faire pour moi de venir naviguer sur ce bateau, sachant que je sortais d'une transat en plus avec Initiative Cœur, donc voilà, ils se sont dit qu'il n'y avait pas beaucoup de risques de me mettre à bord du bateau au niveau de la connaissance d'un IMOCA, et me voilà embarqué avec eux pour le leg 2 et puis éventuellement quelques autres legs en spare si besoin. Bon, Binge et Seb, on rappelle, c'est Benjamin Dutreux et Sébastien Simon. Tu as donc annoncé que tu allais arrêter ton poste de directrice technique d'Initiative Cœur. Hein. Ça fait 8 ans que tu es au sein du team. C'était un peu inéluctable. Ça fait longtemps que tu mûris cette décision. Ouais, ça fait un petit moment. C'est vrai que déjà, j'avais eu la chance de pouvoir faire la Mini Transat 2021 en conservant aussi mon activité au sein de Initiative Cœur. Donc à l'époque, j'étais ingénieur BE uniquement, un bureau d'études. Et puis suite à la Mini Transat, il y avait ce projet de construction du nouvel IMOCA. Donc j'ai accepté de la mission d'un an de gérer cette construction et l'équipe sur ce projet qui m'intéressait énormément aussi, avec l'idée derrière d'essayer de monter un projet pour le Rhum 2026 et de renaviguer en fait sur les. Enfin moi c'est vrai que j'aime un peu tous les supports, donc j'avais pas une idée vraiment fixe en tête, mais le classe 40 m'attire peut-être un peu plus que le reste pour des questions d'accessibilité aussi, donc j'étais partie dans cette idée-là. Et puis au bout de l'année, à la fin de l'été, je me suis dit que c'était vraiment la bonne année, 2023 pour basculer, parce que c'est une année où il y a quand même pas mal d'opportunités de naviguer pour l'instant sur le bateau des autres. Et puis j'ai eu quelques propositions qui m'ont fait décider définitivement de quitter l'équipe. Donc la décision, je l'ai prise en début septembre, donc ça date un petit peu, et l'équipe accueilli, ils savaient très bien qu'un jour ou l'autre, je retournerais naviguer, donc ils n'étaient pas très surpris. D'accord. Et donc là, tu as officiellement quitté l'équipe, ou c'est à la fin du mois? Là, je suis en train de quitter l'équipe, donc ça se précipite un petit peu parce que j'avais pas prévu de partir aussi vite sur The Ocean Race. Donc là, je fais ma dernière semaine cette semaine, et après c'est fini. On rappelle que toi, tu as commencé par la voile olympique, hein, comme tu le racontais à Pierre-Yves Lotrou dans un épisode d'Into the Wind.
L'expérience finalement de la Mini Transat que tu as couru en 2021, dont tu as pris la 5e place en série, ça a été vraiment un élément déclencheur pour toi? En fait, c'est un petit peu avant que ça a été l'élément déclencheur parce que déjà, je suis venue à la course au large en solitaire sur la Mini Transat, mais le chemin avant ça avait été un peu long en fait parce que j'ai eu envie de reprendre la compétition, mais c'est vrai que la course au large, je connaissais pas vraiment, donc petit à petit, j'ai appris à connaître en travaillant et en naviguant sur les différents IMOCA qu'on a pu avoir dans l'équipe. Et puis après, j'ai fait une transat. Ma première transat, en fait, c'était la transat retour du Brésil en 2019, que j'ai faite sur Initiative Cœur 3. Et bah là, du coup, je me suis rendu compte vraiment que le large, ça me plaisait. Et puis bon, là, c'était de l'équipage, certes, mais voilà, il y avait plus qu'un pas à passer, c'était de faire du solo. Et voilà, j'ai tenté le coup en mini et là, j'ai vraiment accroché. J'ai trouvé que c'était un super projet, un super bateau et j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison et demie que j'ai pu faire sur ce support avec le petit regret de pas avoir pu le faire à 100% parce que du coup, j'avais quand même le travail à côté. Donc, en passant la ligne d'arrivée, je me suis dit que je reprendrais la mer pour y revenir en Guadeloupe dans 4 ans plus tard, enfin 5 ans d'ailleurs. Et donc, avec l'idée en tête déjà de faire la route du Rhum. Justine, est-ce que tu te reconnais un peu dans ce que dit Anne-Claire, hein? On rappelle que toi aussi, tu as débuté au large en solitaire par la classe mini et tu as terminé deuxième en série de l'édition 2013 de la Mini Transat. Bah oui, c'est sûr qu'il y a des points de parcours qui sont similaires avec Anne-Claire. Après, elle a une expérience dans l'olympisme que moi j'ai pas, et aussi, je pense, ses compétences d'ingénieur qui sont super intéressantes. Donc c'est top. En tout cas, je pense que voilà qu'elle puisse maintenant choisir encore de rebasculer et puis d'aller naviguer. Et puis effectivement, comme elle dit, je pense qu'il y a plein d'opportunités en ce moment. Les années Transat Jacques Vabre, c'est toujours des bons moments aussi pour profiter, si on a envie de prendre de l'expérience, voilà, d'essayer de rejoindre des projets pour faire du double avec quelqu'un qui a un bateau, etc. Donc c'est top. Et puis j'espère que ça marchera pour toi, Anne-Claire, quoi. Pour la route du Rhum, on a vu cette année qu'on était très peu de femmes au départ, donc c'est top s'il y en a plus qui ont envie de se lancer dans l'aventure. Toi, toi aussi, tu avais été, ta première expérience sur la Mini Transat avait été un élément, peut-être pas déclencheur, mais en tout cas qui t'avait donné, qui t'avait conforté dans ton envie de faire du large. Bah oui, je pense que moi c'était surtout la première saison en mini qui avait été plutôt concluante, et puis après c'est vrai que pour moi la Mini Transat ça m'a permis d'enchaîner après sur la Volvo. Donc c'est sûr ça a été vraiment déclencheur dans ma carrière et puis dans les opportunités que j'ai pu avoir après, ouais. Anne-Claire, justement pour revenir au projet donc Guyot Environnement Team Europe, concrètement comment ça va se passer pour toi? Donc tu disputes la deuxième étape, c'est ça, entre le Cap Vert et le Cap en Afrique du Sud, et après est-ce que tu vas en parallèle tu vas continuer à être avec l'équipe ou tu vas suivre à distance? Comment tu vas être impliqué concrètement dans cette équipe? Concrètement, en fait, on est deux femmes remplaçantes, on va dire, enfin pas titulaires. Il y a Annie qui va faire la majeure partie, Annie Leuch qui va faire la majeure partie des étapes, et après il y a moi qui va faire le leg 2 et Tamara Echegoyen, l'Espagnole, qui a déjà fait aussi The Ocean Race, enfin la Volvo du coup, qui va faire le leg 4. Si tout se passe comme prévu. Et entre-temps, moi, je suis prévue en spare crew pour le leg 3. Donc, en cas de blessure, c'est moi qui embarquerai en remplacement. Donc, pour l'instant, c'est un peu ce qu'on a vu. Et puis, après, non, mon rôle s'arrête à rôle de navigant. Donc, évidemment, je vais juste suivre. Ça m'intéresse de regarder ce qu'ils font, mais ça risque de s'arrêter là après l'étape 3, quoi. Parce que derrière, j'ai un autre programme sportif qui va s'enchaîner, donc du coup, je peux pas non plus m'engager sur l'ensemble de la période. D'accord. Et toi, Justine, on rappelle que ton histoire avec Eleven Sail Racing Team a débuté en 2021. Hein. Tu as notamment été co-skipper avec Simon Fisher dans des deux bateaux qui étaient alignés par l'équipe américaine sur la dernière Transat Jacques Vabre. Depuis, tu as lancé ton propre projet IMOCA avec Teamworks. Est-ce que ça veut dire que ton implication dans le projet The Ocean Race, il a changé par rapport à ce qu'il devait être au début, ou combien d'étapes tu as prévu de faire? Est-ce que tu peux nous raconter?
Bah oui, c'est sûr que mon engagement, il a un petit peu changé. Je pense qu'au début, je pense qu'on me voyait plus comme coureuse principale et puis qu'il y aurait une remplaçante peut-être un peu moins formée. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Francesca Klapčić qui a rejoint l'équipe aussi, qui a pu beaucoup naviguer cette saison. Et puis du coup, on va plus se partager la course l'une et l'autre, faire à peu près moitié-moitié sur les étapes et sur le temps de navigation. Donc c'est top et je pense que c'est vraiment, au final, je pense que ça va vraiment être une force aussi pour notre équipe d'avoir deux femmes qui ont eu le temps de beaucoup naviguer sur le bateau. Et je pense qu'on est la seule équipe pour qui c'est le cas. Donc c'est chouette. Voilà que finalement ça se passe comme ça. Moi, je vais normalement participer aux étapes 2, 3 et 5, donc ça me fait quand même aussi pas mal de temps de navigation sur le bateau. Et c'est un bon équilibre qui me permet quand même aussi d'avoir un petit peu de temps pour suivre le projet Teamwork et puis pour pouvoir naviguer pas trop tard non plus dans l'année pour préparer la Jacques Vabre. Ouais, justement, compte tenu du fait que Eleven Saver Racing Team est vraiment parti depuis 3 ans sur ce projet, tout le monde un peu à Alicante faisait de l'équipe américaine un peu le favori de cette Ocean Race. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben oui, je pense que vu la préparation, la connaissance du bateau et puis l'âge du bateau, ça nous a permis de bien fiabiliser le bateau. Après, on sait que, je pense sur The Ocean Race, il faut toujours réussir à maintenir ton niveau de jeu ou à le faire progresser tout au long de la course si tu veux prétendre à la victoire. Donc ça va aussi encore dépendre du travail qu'on va être capable de fournir pendant l'épreuve. On sait quoi là, il y a des marins qui sont peut-être un peu moins calés pour l'instant, mais qui sont très talentueux, très bons et qui vont monter en puissance aussi sur la course. Donc voilà, ça va pas non plus être une mince affaire de rester devant. Et vous, Anne-Claire, de ton côté, est-ce que tu as le temps de connaître, de découvrir un peu l'équipe? Est-ce que tu es monté sur le bateau? J'imagine que vu que tu as été un peu appelé au dernier moment, il n'y a pas eu beaucoup de préparation de ton côté avec l'équipe franco-allemande? J'ai eu la chance de pouvoir faire le convoyage entre Barcelone et Alicante, donc ça m'a permis de découvrir déjà l'équipe que je connaissais pas beaucoup parce que ils sont des Sables d'Olonne, du coup c'est vrai que nous à Lorient on les voyait moins. Donc ça c'était un moment sympa à partager avec l'équipe plutôt française du coup. Et puis j'ai pu naviguer avec Seb, avec Sébastien Simon avec qui j'embarquerai sur le Leg 2, donc ça c'était aussi bien de le découvrir sur l'eau parce que je le connaissais d'avant très peu mais seulement à terre. Et de voir un peu le bateau, de me l'approprier aussi parce enfin, c'est quand même un bateau différent. Après, il y a quand même beaucoup de choses similaires entre les IMOCA. Faut juste s'adapter un petit peu au cockpit et puis à la façon de faire de l'équipe. Et en arrivant à Alicante, j'ai fait connaissance du coup avec l'équipe allemande. Enfin, il n'y a pas que des Allemandes, mais en tout cas la partie plutôt, on va dire non française. Et c'est vrai que là, j'ai eu que quelques jours pour déjà apprendre tous les noms de l'équipe. Donc ça, c'est le premier challenge de savoir qui fait quoi et puis de rencontrer Annie, Annie Lush, je la connaissais déjà parce qu'on a navigué l'une contre l'autre il y a quelques années de ça en match racing, donc c'était assez rigolo de se retrouver là. Et c'était la même chose avec Tamara, donc on a tous fait la préparation olympique des Jeux de Londres en 2012, donc c'était assez drôle de se retrouver toutes les trois dans la même équipe quelques années plus tard. Donc j'ai fait la connaissance des deux navigants allemands, donc Robert et Philippe, qui sont avec qui je vais naviguer aussi sur le Leg 2. Donc voilà, beaucoup Staniek, de nouveautés. je précise Robert Staniek et Philippe Cassuque, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc beaucoup de choses à intégrer en peu de temps alors. Ouais, voilà, c'était beaucoup de choses à intégrer. Puis The Ocean Race, je connaissais pas non plus, donc voilà, j'ai découvert Alicante. C'est vrai que c'est une course assez formidable. Enfin, tout ce qu'il y a autour, c'est assez grandiose aussi de voir ça. Donc c'était vraiment une semaine riche en découvertes et en beaucoup de choses. Donc j'ai hâte d'y retourner pour maintenant passer du temps sur l'eau à régater. Et au niveau sportif, quel est un peu l'objectif de l'équipe allemande, hein? On va rappeler qu'il y a 5 bateaux, qu'il y a donc un favori sur le papier, Eleven Saver Racing. Qu'est-ce que vous visez? Quel objectif vous vous fixez?
Je pense que déjà l'objectif enfin l'avantage de ce bateau c'est qu'il est déjà éprouvé donc il est un peu plus vieux que les autres mais du coup aussi on pense vraisemblablement plus solide donc ça c'est vraiment un atout. Après j'imagine que l'objectif est de terminer sur le podium ça c'est sûr et surtout de finir cette course aussi en entier, quoi. C'est l'objectif de tout marin, de toute façon. Justement, le point commun entre vous deux, Anne-Claire et Justine, c'est ce bateau, hein, parce que Justine, tu le connais bien, ce bateau, c'était l'ancien Eleventh Hour à la Caille sur lequel toi tu as disputé, tu as pris le départ de la Jacques Vabre en 2021. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce bateau, Justine, que toi tu as sur lequel tu as quand même pas mal navigué? Bah oui, non, je pense que c'était un bon bateau à la base, qui a aussi bien progressé avec la nouvelle paire de foils donc qui a été mise par Eleven Hour en 2021. Donc non, c'est sûr que comme elle dit Anne-Claire, je pense que c'est un bon support. On voit que c'est un bateau qui arrive à aller quand même vite à certaines allures. Je pense notamment dans le vent assez fort sur les bords de reaching, et puis qui a peut-être un déficit un peu auprès, comme on peut le voir peut-être maintenant sur la première étape de The Ocean Race. Mais non, en tout cas, je pense que c'est un bateau qui, bien mené, peut toujours bien performer, et puis effectivement qui est un peu plus vieux que les autres, donc potentiellement un peu plus fiabilisé aussi. Donc ça peut être un avantage sur cette course. Et il y a un gros gap par rapport à Eleven Sao Racing 2, le plan Verdier qui a été mis à l'eau à l'été 2021. Bah oui, je pense qu'il y a quand même un bon gap de performance un peu partout. Donc ouais, c'est quand même pas la même génération que de bateaux, ouais. Ouais. Mais c'est en quoi c'est très différent? Bah, je pense que ça tient encore aux évolutions de forme de carène, de foil, d'architecture globale des bateaux. Euh, ouais. Et, Anne-Claire, elle et- pourrait sûrement mieux en parler que moi. Mais non, c'est sûr qu'en tout cas, en comparatif de performance entre la référence qu'on avait du bateau que nous, on appelait Eleven 1, qui est l'actuel Guyot, et puis Eleven 2, voilà, je pense qu'on n'arrivait jamais à matcher vraiment les performances qu'on arrive à atteindre aujourd'hui avec Eleven 2. ouais. Justement, Anne-Claire, toi, tu as une bonne connaissance technique de ces IMOCA. Ce bateau, on rappelle, hein, c'est l'ancien Hugo Boss qui avait été mis à l'eau pour le Vendée Globe de 2016. Il y a une grosse différence entre les générations, notamment avec vous avez sorti un bateau cette année, Initiative Cœur pour Sam Davis. Il y a un gros gap, et si oui, il se situe à quel niveau principalement? C'est sûr qu'il y a un gros gap, notamment sur les types de structures, sur les formes de carène et puis sur les foils. Donc là, même s'ils sont des grands foils de 2021, comme disait Justine, c'est une évolution. Donc il y a eu beaucoup de rajouts de structures, donc ce qui fait des bateaux en général des anciens bateaux plus lourds parce que l'architecture a été rajoutée pour contenir les efforts, alors que les bateaux neufs ils sont conçus directement avec on va dire la bonne structure entre guillemets, enfin on espère. Donc c'est sûr que là-dessus il y a un gap de performance in fine qui est important, et puis les formes de carène elles ont quand même bien évolué aujourd'hui, et du coup c'est vrai que ça fait quand même une différence notable quoi sur les performances. Justine, on va parler maintenant un peu de ton propre projet IMOCA. Donc, tu t'es lancé l'année dernière avec ton partenaire Teamwork avec le Vendée Globe 2024 dans le viseur sur l'ancien Charal de Jérémy Bayou, sur lequel tu as pris une très bonne 7e place sur la route du Rhum. Quel est un peu le bilan de cette première année sur ce projet IMOCA Teamwork et de cette route du Rhum? J'imagine que le bilan est largement satisfaisant pour toi. Bah oui, le bilan il est positif. C'est sûr que le projet il s'est lancé assez tard, validé assez tard. C'est vraiment au mois de juin de cette année qu'on a validé le lancement de ce projet-là, donc d'arriver à tout mettre en place et puis à pouvoir prendre le départ des courses dans des bonnes conditions et puis à faire plutôt des bons résultats. C'est super satisfaisant pour moi aussi, parce qu'il y a toujours une part d'inconnu quand c'était pas nouveau l'IMOCA pour moi, parce que j'avais eu la chance de faire du doublé de l'équipage la saison précédente, mais
mais voilà, tu sais que tu pars tout seul sur des bateaux qui sont quand même assez compliqués et pas forcément toujours simples à gérer tout seul. Donc ouais, j'étais plutôt contente en tout cas de la manière dont moi j'ai pu mener le bateau, et puis aussi dans ce qu'on a réussi à faire avec toute mon équipe qui s'est mise en place aussi assez tard. C'est top. Il y a pas eu de gros soucis du tout sur la saison. Le bateau, il est revenu aussi en super état de la route du Rhum. Donc le tout, il est vraiment positif. Et puis, je pense que maintenant, on va essayer de continuer de travailler, et puis de continuer de mettre l'accent sur la performance, et puis de continuer à prendre en main le bateau pour essayer de progresser encore. Ouais, beaucoup de gens ont souligné ta performance sur le Rhum avec cette 7e place. Est-ce que pour autant c'était une surprise pour toi? Est-ce que c'était un résultat conforme à ce que tu espérais ou c'était un peu au-delà? Non, je pense que c'est dans les clous de ce que j'espérais. Ouais, je pense que l'année passée, on démate sur la Jacques Vabre avec Simon, mais on a fait quand même des podiums sur toutes les autres courses auxquelles on avait participé. Donc, ouais, moi, je me suis dit que j'essayais de continuer de travailler un peu dans la lignée de ce qu'on avait fait aussi avec lui. Euh, une des inconnues pour moi un peu, c'était le côté stratégique, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas navigué toute seule. Ma dernière transat en solo, c'était la mini transat, donc ça faisait 10 ans, ça datait un peu. Donc voilà, de réappréhender un peu la stratégie aussi en solitaire, c'était presque un peu la plus grosse inconnue pour moi, mais on a essayé de bien travailler ça en amont avec Julien Villon qui m'accompagne sur le projet, d'essayer de bien mettre en place voilà, les outils, la manière de travailler, etc. Donc ça, c'était chouette aussi, parce que ça a plutôt bien fonctionné. Et puis on va continuer à travailler encore. Il y a toujours moyen de mieux faire. Et puis voilà, là on voit qu'il y a quand même des super bons bateaux avec des super bons marins à bord, et que c'est vraiment pas facile de tenir leur rythme. Et je pense que ça va pas s'arranger. Donc voilà, il faut continuer à essayer de bien travailler, bien mettre les choses en place pour la suite. Il a fallu aussi quand même apprivoiser un autre bateau, un bateau un peu différent de ceux sur lesquels tu avais navigué. On rappelle que c'est un plan VPLP génération 2020. Est-ce qu'il était très différent? Est-ce que on disait que c'était un bateau un peu extrême sur la génération précédente. Comment tu as apprivoisé ce bateau? Oui, c'est un bateau qui a un fonctionnement un peu différent des bateaux Elevens, avec voilà, une carène qui est plus étroite, et puis des foils aussi qui sont différents. Donc voilà, il y a des habitudes de réglage que j'avais qui sont pas les bonnes sur ce bateau, donc il faut un peu changer la manière de fonctionner. Mais après voilà, c'est sûr que Charal, c'est un bateau aussi l'ancien Charal, c'est un bateau qui marche bien, qui est performant, et puis qui va vite et qui peut être impressionnant à des moments donnés. Mais je pense que le fait d'avoir justement eu la chance de naviguer sur Eleven Hour 2, qui est un bateau encore de la génération suivante, ça m'a permis aussi d'être un peu plus sereine par rapport à tout ça, et puis de beaucoup mieux appréhender, je pense, un projet comme celui-ci et un bateau comme celui-ci, que si j'avais pas eu cette expérience-là avec Eleven Hour Racing avant. Anne-Claire, ton avis sur la performance de Justine sur la route du Rhum? Moi, je trouve que c'est une très belle performance, et je te félicite encore, Justine, pour ce que t'as fait, parce que c'est vrai que le niveau, il est quand même hyper relevé là en IMOCA aujourd'hui. Il y a beaucoup de bateaux neufs, beaucoup de bateaux de la génération d'avant qui sont arrivés maintenant à un niveau de fiabilité, et des marins qui poussent leur machine comme rarement on a vu sur cette route du Rhum. Donc en effet, je pense que le rythme il doit être bien soutenu en mer, et il y en a pas un seul qui va lâcher, ou une seule. Donc ça c'est sûr que c'est une belle performance de voir ça avec un projet assez nouveau, quoi. Donc moi je te félicite pour tout ça, parce que c'est quand même chapeau, quoi. Yes, merci. De ton côté, Anne-Claire, donc avec Sam Davis, vous avez qu'une route du Rhum un peu plus difficile, avec une 28e place qui est sans doute loin du potentiel du bateau, qui a été mis à l'eau assez tardivement en 2022. Comment vous avez un peu vécu cette édition avec l'équipe Initiative Cœur? Quels ont été un peu les retours? J'imagine que bon, c'était pas l'objectif. Le premier objectif, c'était quand même de finir la course et de se qualifier pour le Vendée Globe et de ramener le bateau. Donc ça, on a rempli l'objectif. Après, c'est sûr qu'on aurait préféré que ce soit fait d'une plus belle manière. Maintenant, voilà, les courses elles sont toutes différentes,
et c'était pas la bonne course cette fois-ci. Donc bon ben on a été un peu déçus du résultat final, mais après ça on a quand même réussi à mettre ce bateau à l'eau. Ça n'a pas été facile. Le chantier a été un peu plus long que prévu et du coup, c'est vrai que déjà d'arriver au niveau de cette préparation de ce bateau dans lequel il était au départ et à l'arrivée, c'était quand même déjà une belle victoire pour l'équipe. Il y a eu un super travail de fait et le bateau, il est vraiment formidable. Enfin, j'ai eu la chance de faire la promenade de retour dessus et c'est vrai que ce sont ces nouveaux plans, ce bateau, même si c'est un plan de 2020, mais avec des feuilles un peu différents, c'est vraiment hyper agréable à naviguer. Voilà, il y a une vue panoramique dans le cockpit qui rend les choses plus faciles aussi parce que c'est vrai que c'est des bateaux où il faut accepter d'aller vite et enfin, c'est pas toujours très évident à vivre. Donc là c'est vraiment, moi je suis très contente du travail qu'a fait toute l'équipe parce que il y a eu énormément d'engagement de la part des différentes personnes qui sont encore là ou qui sont venues nous aider à un moment donné. Donc pour ça, c'est une belle victoire. Après, c'est sûr que le résultat, bon, il y a pas eu que des bonnes options. Il y a eu quelques petits soucis techniques sur la fin et du coup, bah, tout ça cumulé, ouais, le résultat, il est assez décevant en effet, oui. On rappelle que c'est une évolution de l'ex-L'Occitane, qui est l'actuel bureau Valais, d'Armel Tripon, hein, c'est ça, Anne-Claire, c'est quasiment le même? Ouais, ils ont été faits dans les mêmes moules. Alors après, il y a eu des évolutions de jauge entre les deux bateaux, donc il y a quelques structures différentes du fait de la nouvelle jauge, et puis quelques évolutions aussi en termes de stabilité et surtout des foils différents. Donc voilà, la différence c'est aussi que tout l'équipement a été fait par Initiative Cœur, donc il y a des petites différences aussi. Sur comment ça a été fait, qu'est-ce qui a été mis à l'intérieur. Donc voilà. Et en gros, pour résumer, c'est à peu près ça. Et même si maintenant tu vas bientôt être ex-directrice technique de l'équipe, est-ce que il y a des évolutions prévues dès cet hiver ou l'objectif de Sam et de l'équipe, c'est avant tout de continuer à prendre en main le bateau et de beaucoup naviguer cette année? Bah là, l'idée, c'est de terminer les choses quand même qu'on n'a pas tout à fait eu le temps de faire pour augmenter encore un petit peu la performance et puis l'ergonomie aussi. Et puis d'essayer de naviguer dès le retour de Sam au plus vite et puis de faire beaucoup de milles parce que au final c'est comme ça qu'on augmente le plus les performances et surtout en maîtrisant à 100% son bateau parce que c'est souvent ça qui se passe, c'est que les bateaux ils sont rarement utilisés à 100%. Donc là je pense ils ont la chance d'avoir 2 ans devant eux pour naviguer à fond et bien maîtriser le bateau d'ici Vendée Globe. Bon, Sam qui va du coup être concurrente sur cette Ocean Race puisqu'elle fait partie de l'équipage de Biotherm. Vous allez régater sur la même étape? Moi non, normalement, je sais pas, mais je crois que Justine, vous allez régater l'une contre l'autre. Ouais, d'accord. Parce que tu sais si elle fait l'étape 2 comme toi? Non, elle fait pas l'étape 2, non. Ah oui, d'accord, oui, c'est ce que je voulais dire, ce que je te Moi, je crois que demandais. c'est pas encore complètement officiel, non, si je me trompe pas, Anne-Claire. C'est peut-être pour ça. Je sais pas, je ne sais pas trop non, je ne sais pas trop, donc, Ce que tu peux dire ou pas. Bon, en tout cas, il y a le visage de Sam Davis. Si vous allez sur le site de The Ocean Race et que vous allez dans les équipes, on voit Sam Davis dans l'équipage de Biotherm. Et toi, Justine, comment encore, est-ce que le bateau va beaucoup évoluer cet hiver? Est-ce qu'il y a des optimisations prévues, sachant qu'il a été déjà beaucoup optimisé depuis sa mise à l'eau? Bah écoute, on a encore quelques changements en discussion, mais non, je pense que la plupart, voilà, on va rester un peu sur la même ligne. Moi, je sais que j'ai encore du travail à faire aussi, comme dit Anne-Claire, en navigation pour continuer à mieux le maîtriser aussi, puis à pouvoir plus l'utiliser à 100% dans toutes les conditions. Donc voilà, on va se concentrer là-dessus. Et voilà, moi, c'est sûr que je vais pas être très présente non plus ces 6 prochains mois. Euh, donc voilà, on va essayer de faire au mieux par rapport à tout ça pour organiser la saison 2023.
Ouais, l'objectif prioritaire, j'imagine, c'est la Jacques Vabre. Ouais, oui, oui, complètement. Après, les calendriers, ils se concilient quand même plutôt bien. Du coup, voilà, je vais quand même pouvoir faire le Fastnet, le défi Azimut et puis la Jacques Vabre sur Teamwork. Donc, ça fait plutôt un beau programme. Et tu continues du coup à travailler avec l'équipe Bayou Racing? Ouais, ouais, oui, oui, complètement. Ça s'est super bien passé l'année dernière. C'est aussi un élément qui m'a permis, je pense, qu'il était vraiment une partie intégrante aussi de la performance sur le RUM, de pouvoir intégrer l'équipe de BU Racing, de pouvoir bénéficier de toute leur expérience et puis de toute la structure qu'il y a autour aussi. Donc ça s'est super bien passé. Et puis ouais, on continue. L'idée c'était de toute manière à la base de fonctionner comme ça jusqu'au Vendée Globe. Et puis en tout cas, on reste dans cette idée-là. Euh, ouais, je suis vraiment satisfaite de cette collaboration. Donc il n'y a pas de raison de changer. Et quel est ton regard sur le Charal 2? J'imagine que du coup, vous naviguez peut-être ensemble de temps en Alors, temps. on n'a pas eu beaucoup le temps de faire l'année passée. L'année dernière, on a réussi juste Ouais. sur une journée à se caler avec Eleven Hour, donc avec Eleven 2 et puis Charal et nous. Donc, c'était chouette de pouvoir faire ça. On va essayer de plus le faire l'année prochaine. Mais c'est vrai que entre le programme de Jérémy de l'année dernière avec la mise à l'eau du bateau neuf et pour moi aussi avec un projet récent, on n'a pas réussi à le faire assez, mais on va essayer de le faire plus dans le futur. Et ben non, j'ai pas encore pu naviguer à bord de Charal 2, donc j'espère pouvoir le faire l'année prochaine. Maintenant, c'est chouette de voir ça aussi, ouais, de pouvoir bénéficier aussi de l'expérience de tout le bureau d'études de Jérémy, etc. Donc, en tout cas, je pense que c'est super intéressant et c'est sûr que ça contribue aussi, je pense, à la performance de pouvoir avoir deux bateaux dans une écurie, comme ce qu'on a fait l'année passée aussi avec Eleven Hour. Voilà, ça permet vraiment du partage d'expérience. Voilà, que les expériences d'un bateau sur l'eau bénéficient à l'autre aussi. Tout ce qui est au niveau des systèmes, de plein de choses, il peut y avoir du partage d'expériences et de connaissances. Donc, je pense que c'est vraiment riche de pouvoir le faire. On rappelle que toi, tu disputes ta 3e édition de The Ocean Race, hein, si je ne me Ouais, c'est trompe bien, je pas. me dis, ouais. Ouais. Tu avais navigué avec Team SCA, justement l'équipe de Sam Davis d'abord et quelques étapes, je crois, avec Dongfeng il y a Ouais, 3 ans, c'est ça? Il y a 4 ans? ouais, c'est ça, 2017-2018. Ouais. Et quelle place elle tient pour toi, cette course autour du monde en équipage? Je me souviens qu'on s'était parlé il y a 1 ou 2 ans, on a fait une interview dans Tip Shop, tu disais que tu avais vraiment très envie de la refaire. Elle tient quelle Ouais, place? pour moi, c'est une course qui a vraiment ouais, une très grosse importance pour moi et j'espère pouvoir encore la refaire dans le futur. Voilà, c'est la course autour du monde en équipage. Il y a d'épreuves où on a la chance de passer autant de temps en mer d'affilée, de naviguer dans des endroits dans lesquels on n'a pas du tout non plus l'habitude d'aller le reste du temps. Donc ça fait que, ouais, en tout cas moi, c'est un côté que j'apprécie vraiment, que je trouve super intéressant. Et puis le côté de qu'est-ce que tu arrives à construire en équipe sur l'eau et puis avec bien sûr toute l'équipe qui est aussi à terre. Je trouve que c'est un paramètre qui est super intéressant et moi voilà, je sais que ça m'attire toujours et ça me plaît toujours autant de naviguer en équipage aussi. Donc j'espère pouvoir continuer à le faire et puis là ben du coup je suis ravie de pouvoir repartir sur cette édition là avec Eleven Hour. Voilà, avec une super équipe dans des conditions qui sont top. Ouais, non, c'est chouette. Et voilà, il y a quelques années, j'aurais pas du tout pensé pouvoir dire que voilà, je participerais déjà à ma 3e édition de The Ocean Race, mais c'est top en tout cas. Et puis, je sais qu'Anne-Claire, elle va se régaler aussi. Voilà, l'étape 2 entre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud, c'est super varié, ça va être top. Et toi, Anne-Claire, est-ce que tu aurais imaginé, Justine, ça fait 10 ans qu'elle a fait la Mini Transat, toi, tu l'as faite il y a 2 ans, et même pas 2 ans. Est-ce que tu aurais imaginé à ce moment-là, te retrouver au départ ou sur une étape de The Ocean Race? En fait, pour rien te cacher, c'est la première chose que j'ai essayé de faire après l'Olympique, c'était la Volvo. Et j'avais postulé à l'époque sur l'équipage SIA, mais je répondais pas aux critères recherchés a priori. Donc c'était vraiment la première chose au large que j'avais vraiment envie de faire. Donc là, je suis quand même hyper contente d'avoir réussi à intégrer même sur une seule leg. C'est vraiment super chouette de pouvoir vivre cette aventure. Voilà, moi j'aime beaucoup l'équipage. J'ai même fait beaucoup d'équipage dans ma carrière, plus que du solo. Donc j'apprécie ça particulièrement et puis d'avoir la chance d'aller justement sur ces bateaux-là.
dans des endroits que je connais pas, parce que c'est vrai que le plus bas que je suis allée, c'est au Brésil. Donc là, je vais faire encore un peu plus bas. Donc je suis très contente d'aller découvrir ces nouvelles parties des océans que je connais pas avec une nouvelle équipe. Donc c'est plein de choses assez excitantes et en même temps, voilà, un petit peu aussi d'appréhension de découvrir tout ça, quoi. C'est ça qui donne le piment, qui donne l'envie d'aller aussi en mer, découvrir tout ça. Tu le disais tout à l'heure, ton objectif, c'est de faire la route du Rhum en 2026, peut-être en classe 40. Est-ce que dans ta tête, tu as un cheminement pour y arriver? Justement, tu as participé à la sélection skipper massif à l'automne dernier, qu'on pourra voir d'ailleurs si vous venez au Sailors Film Festival qui commence le 26 janvier à Lorient. Vous verrez le film Candidate où on découvre un peu les coulisses de la sélection skipper massif, dont tu es une des actrices, Anne-Claire. Est-ce que le passage par la case Figaro, comme par laquelle sont passés beaucoup de navigateurs et de navigatrices, dont Justine, est pour toi un préalable pour y arriver, ou comment tu vois un peu le cheminement jusqu'au Rome 2026 dans un monde idéal? Ouais, c'est vrai que j'ai un cheminement dans la tête. Après, je sais pas si ça va se réaliser comme ça. Je pense que je suis assez ouverte à différentes opportunités aussi qui se créent parce que c'est comme ça qu'on avance. J'en suis assez persuadée. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de me rendre disponible pour naviguer parce que ça crée des opportunités, des rencontres et après des projets. Le Figaro, oui ou non. D'ailleurs, finalement, c'est pas forcément une fin en soi. Je pense que c'est une super discipline, mais il faut pouvoir y aller à fond aussi et s'investir vraiment avec les moyens nécessaires et financiers qui vont avec. Donc c'est vrai que la sélection massive pour ça, c'était quand même une super opportunité. Bon ben voilà, elle est passée à côté. Et après, bah pour la suite, c'est vrai aussi que le classe 40, ben c'est une autre dimension parce que bah, c'est des bateaux où il y a de plus en plus de niveaux aussi de jeu. Enfin, le niveau n'arrête pas d'augmenter. Il y a énormément de super coureurs qui viennent dans cette classe. Donc moi, ça m'attire pas mal parce qu'il y a aussi une dimension technologique et de construction de bateaux derrière qui m'intéresse de par mon métier passé. Donc c'est vrai que ouais, je crois que naturellement, j'ai envie d'aller dans cette voie-là pour avec un cheminement assez clair qui est déjà d'essayer de construire un bateau de nouvelle génération pour s'aligner sur la route du Rhum. Et après, dans tout ça, ça nécessite de trouver des partenaires. Donc ça, la route, le chemin est encore long. Et puis de naviguer, d'apprendre encore. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais maintenant, je vais avoir le temps de pouvoir naviguer, d'apprendre des autres aussi et sur les autres bateaux. Ouais. Donc c'est un peu ça l'idée. Justement, tu as déjà navigué aussi en classe 40 avec Amélie Grassi l'année dernière, si je me trompe pas. Quel est ton programme est-ce que tu as des choses prévues cette année? Est-ce que l'objectif, ça serait éventuellement de faire une Jacques Vabre en classe 40 avec elle ou avec quelqu'un d'autre? L'objectif c'est clairement d'essayer de s'aligner sur la Transat Jacques Vabre. Après, il n'y a rien encore d'officiel et de définitif, donc voilà. Mais oui, clairement, c'est en tout cas de faire la Jacques Vabre cette année. Et puis bon, je regarde encore pourquoi pas faire la Transat en Figaro. J'ai pas dit mon dernier mot quand même sur le Figaro parce que je pense que c'est quand même un super support. En tout cas où la course au coude à coude, elle est vraiment assez géniale. C'est sûr que c'est pas un classe 40 qui déboule sur l'Atlantique, mais bon, ça a son charme aussi, c'est différent. Donc, j'aime bien aussi la variété, donc ça me fait pas trop peur de changer de support. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend aussi. On rappelle en effet que la Transat Paprec ex-Transat SG2R se court en double mix cette année, départ fin avril. Tu as des pistes là-dessus? Je regarde, ouais. Joker. Joker. En tout cas, il y a encore pas mal de skippers masculins qui cherchent des équipières compétentes, donc je pense qu'il y a de la place. Qui sont indécis. Ok, d'accord. Bon, le mercato bat son plein.
Justine, t'as pas reçu des coups de fil, toi, même si toi, tu seras sans doute peut-être sur peut-être l'étape d'anthologie de The Ocean Race, celle qui va dans le Grand Sud. Ah non, tu as dit que tu l'as fait, Moi je l'ai celle-là? fait celle-là, donc c'est vrai qu'avec avec déjà mon double programme, je pense que voilà, j'ai pas vraiment de disponibilité pour pas grand-chose d'autre. C'est vrai que dans ces cas-là, généralement, moi je passe les contacts de mes sœurs ou des autres navigatrices que je connais qui peuvent être partantes. Et ça marche aussi comme ça des fois, ouais. Bon, et justement, un dernier mot, qu'est-ce que ça vous inspire aussi, le fait que cette transat en double passe en double mix? C'est important d'avoir des signaux forts pour permettre à des navigatrices de découvrir le large, vous qui êtes passé par vos propres cheminements pour y arriver, Justine? Ben oui, je pense que en tout cas tout ce qui peut faciliter une participation féminine ou la formation de femmes, ça peut être une bonne chose. Après, voilà, là, il y a l'air d'avoir pas beaucoup d'équipages à s'aligner, ou en tout cas moins que d'habitude. Donc voilà, j'espère aussi que c'est pas un frein à la participation. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même peu de femmes qui ont une expérience un peu solide en Figaro. Donc c'est important qu'il y en ait plus, et pour qu'il y en ait plus, il faut qu'il y ait plus d'opportunités, plus de formation aussi, je pense, sur les circuits qui peuvent peut-être venir avant. Donc voilà, en tout cas, il y a des choses à faire et des choses à réfléchir. Mais voilà, c'est sûr que si la transat elle se fait avec une dizaine de bateaux, ça va être sûrement 7-8 nouvelles femmes qui auront eu cette expérience-là en Figaro 3 qui l'auraient pas eu avant. Donc voilà, je pense que ça va dans le bon sens. Anne-Claire, un dernier mot. Qu'est-ce que tu gardes de ta participation à cette sélection massive là, qui fait l'objet du film Candidate dont je parlais tout à l'heure? Qu'est-ce que tu en gardes? Que j'ai très hâte de voir le film déjà. Qu'est-ce que j'en garde? C'est vrai que c'est une expérience assez exceptionnel de vivre ces sélections. On n'est pas, au final, on donne le meilleur de soi-même, mais on n'est pas maître de la décision. Donc il y a quand même, pour le rappeler, c'est la sélection massive, c'est d'abord un dossier, puis des épreuves et puis une décision de jury à la fin. Donc c'est vrai que voilà, l'épreuve elle est variée, il y a plein de choses et je trouve que ça reprend assez bien aussi le monde professionnel de la voile qui consiste à en effet être un bon navigant, un bon stratège, un bon sportif, mais aussi un bon communicant et au final la voile c'est aussi trouver un partenaire et s'entendre avec lui sur différentes choses et raconter une histoire et je pense que c'est presque ça qui est le plus difficile. Au final, c'est déjà de s'aligner sur le départ avec un partenaire. Et je trouvais que du coup l'exercice il était intéressant même si la sélection n'était pas là, mais de découvrir ce monde-là, comment on défend son dossier, comment on argumente, en fait aussi le retour des gens, qu'est-ce qui plaît aux gens ou pas. Donc la vision qu'ils ont de nous, c'était très enrichissant en tout cas. Eh bien, très bien. Eh ben, vous verrez le résultat. Je pense que tu pourras bientôt voir. Tu seras peut-être déjà entre partie du Cap-Vert au moment de la première soirée du Sailors Film Festival le 26 janvier à Lorient, mais tu auras sans doute d'autres occasions de voir le film. En tout cas, c'est un film réussi et qui montre bien les coulisses de cette sélection qui était 100% féminine cette année. En tout cas, merci toutes les deux. C'était très, très sympa d'avoir répondu un peu au dernier moment à mon invitation. Anne-Claire, c'est le départ pour le Cap-Vert. C'est prévu quand? Alors, je pars samedi soir pour rejoindre l'équipe là-bas. D'accord. Et toi, Justine, le départ pour rejoindre l'équipe américaine d'Eleven Ouais, moi je Sauer? pars jeudi soir, ouais. Bon, eh ben, profitez bien du soleil du Cap-Vert, surtout en cette période ventée et bien grise sur nos côtes. Et on suivra avec attention vos performances respectives sur cette édition de The Ocean Race. Merci à toutes les deux. Bonne soirée, bonne journée pour ceux qui nous écouteront mardi. Et à très bientôt, à la semaine prochaine pour un 103e épisode de Pause Report. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!